J'ai appris à être invisible à 32 ans. Pas le genre de super-héros, mais le pire genre, celui du mari à la soirée de bureau. Le type que les épouses présentent une fois avant d'oublier qu'elles l'ont emmené. Je restais là, tenant 2 verres, pendant que Jennifer faisait le tour de la salle, son rire fendant les conversations à 6 mètres de là. Sec, éclatant, le genre de rire qui faisait se retourner les gens. J'étais doué pour passer inaperçu. 6 ans de mariage me l'avaient appris. Jennifer était directrice marketing chez Paramount Digital Solutions, une de ces entreprises de technologie qui prétendaient changer le monde alors qu'elle se contentait surtout de facturer des abonnements. Son patron, Richard Hastings, en était le PDG. 43 ans, divorcé 2 fois, avec cette confiance particulière que les hommes riches portent comme une eau de Cologne. En excès. Je travaillais à la conformité chez Hastings Group Holdings, la société mère qui possédait Paramount et 42 autres filiales. Personne ne demandait ce que je faisais. Des trucs de finance, disait Jennifer lors des soirées, en se détournant déjà. Techniquement exact, techniquement dénué de sens. Notre appartement dans le centre de Chicago avait des bails vitrés allant du sol au plafond. Jennifer les adorait. Elle se tenait là le matin, un café à la main, contemplant la ligne d'horizon comme si elle lui appartenait. Parfois, je l'observais depuis la cuisine. Elle envoyait des messages, souriant à son téléphone, avec ce petit pli entre ses sourcils. Cela signifiait qu'elle se concentrait. Des trucs de boulot, disait-elle si je demandais. Toujours des trucs de boulot. Septembre laissa place à octobre. Jennifer a commencé à rentrer plus tard. Pas de façon spectaculaire. 20h au lieu de 18h30, 21h au lieu de 19h. Le genre de retard qui a des explications, lancement de campagne, urgence client. Richard avait besoin de son avis sur quelque chose. Richard avait besoin de beaucoup de choses, apparemment. Il apprécie mon opinion, m'a-t-elle dit un jour, en réchauffant des plats à emporter à 23h. Il a dit, j'ai des instincts que la plupart des MBA n'enseignent pas. C'est bien, ai-je dit. Elle a souri, pas à moi, mais au compliment, encore chaud dans sa bouche. L'histoire du téléphone a commencé en novembre, face cachée sur toutes les surfaces. Comptoir de la salle de bain, table de chevet, table de cuisine, l'écran sombre comme une porte fermée. Quand il vibrait, elle l'attrapait vite. D'un geste désinvolte, rapide. Le genre de désinvolture qui n'en est pas une. Juste le travail, disait-elle, se dirigeant déjà vers l'autre pièce. J'ai arrêté de demander. Début décembre, Jennifer a acheté de nouveaux vêtements. Pas des achats impulsifs, mais stratégiques, une robe noire qui tombait différemment de ses autres robes noires. Des talons avec lesquels elle s'entraînait à marcher à la maison. Elle vérifiait son reflet dans chaque vitre que nous passions, ajustant des choses que je ne pouvais pas voir. Grande présentation la semaine prochaine, expliquait-elle. Tu es très belle, ai-je dit. Elle était déjà en train de vérifier son téléphone. Lors des événements d'entreprise, j'ai perfectionné l'art de m'adosser au mur, dos droit, verre à la main, sourire prêt. Les autres conjoints se regroupaient près du bar, comparant leurs projets de vacances et leurs taux hypothécaires. J'écoutais les conversations qui se déroulaient autour de moi, à travers moi, sans moi. Jennifer était de l'autre côté de la pièce, toujours dans l'orbite de Richard. Sa main sur son épaule pendant les présentations. Son rire à ses blagues, le vrai rire, pas celui de politesse. Ils se penchaient près l'un de l'autre quand ils parlaient, partageant l'espace comme des gens qui partageaient aussi d'autres choses. Elle est douée dans son travail, me disais-je. Probablement vrai. Probablement pas la question. La première plainte est arrivée en juin. Anonyme, déposée via la ligne d'assistance de l'entreprise. Une employée d'une vingtaine d'années affirmant que Richard avait fait des commentaires inappropriés lors d'un entretien d'évaluation individuelle. Des remarques suggestives sur son apparence, des questions sur sa vie amoureuse. Rien de suffisant en soi pour engager des poursuites, mais assez pour alerter le système. On m'a assigné le dossier. Les enquêtes de conformité d'entreprise sont censées être objectives. On rassemble des preuves, on interroge des témoins, on documente des schémas. On ne s'implique pas émotionnellement. On n'enquête certainement pas sur le patron de sa femme tout en la regardant lui envoyer des textos à 2h du matin. Mais c'est ce que je faisais. La deuxième plainte est arrivée en juillet. Une femme différente,
une histoire similaire. Richard posant des questions personnelles, se tenant trop près, des commentaires qui pouvaient être des blagues ou autre chose, selon qui écoutait. J'ai commencé à extraire les registres de communication, email professionnel, téléphone professionnel, frais de déplacement professionnel. Tout était légal, documenté, et à moi de l'examiner. Richard voyageait beaucoup. Jennifer aussi. Parfois dans les mêmes villes, parfois dans les mêmes hôtels, avec des chambres réservées à des étages consécutifs. Coïncidence, me disais-je. Probablement pas. Où t'as apporté 3 autres plaintes. Une d'une stagiaire qui a démissionné sans explication. 2 de cadres supérieurs qui utilisaient un langage soigneusement neutre qui criait l'implication d'un avocat. J'ai tout documenté, établi des chronologies, croisé les communications, créé des feuilles de calcul qui feraient pleurer de joie des experts comptables judiciaires. Et chaque soir, je rentrais à la maison pour retrouver Jennifer, qui me demandait comment s'était passée ma journée, de cette manière distraite que les gens ont de demander quand ils ne veulent pas vraiment de réponse. Bien, disais-je. Super, répondait-elle, déjà en train de regarder son téléphone. Septembre. J'ai essayé d'être direct. Est-ce que Richard te met parfois mal à l'aise, ai-je demandé un dimanche matin. Jennifer préparait le café, vêtue d'un de mes vieux t-shirts d'université. Elle avait l'air jeune comme ça. Comme quand nous nous étions rencontrés. Quoi? Non. Pourquoi? Demanda-t-elle. Simple curiosité, ai-je dit. C'est un super patron, dit-elle. Il me soutient. Il comprend vraiment ma vision pour la stratégie marketing. C'est bien, ai-je dit. Elle m'a embrassé sur la joue, distraite. Déjà passé à autre chose. Octobre, j'ai réessayé. As-tu déjà pensé à travailler ailleurs, ai-je demandé. Nous étions au restaurant, un Italien cher du centre-ville, essayant de sauver quelque chose qui ressemblait à un rendez-vous galant. Jennifer a froncé les sourcils. Pourquoi ferais-je ça? Pour changer d'air, ai-je dit. De nouveaux défis. J'adore mon travail, dit-elle. Puis son téléphone a vibré. Elle l'a regardé, a souri, a tapé une réponse. Le travail, ai-je demandé. Richard a besoin d'un retour sur quelque chose, dit-elle. Désolé. Donne-moi une seconde. Une seconde est devenue 5 minutes. J'ai mangé des graissins et j'ai attendu. Novembre a apporté le point de rupture. Pas pour elle, pour moi. Est-ce que tu as une liaison, ai-je demandé. Direct. Simple. Le genre de question qui mérite une vraie réponse. Jennifer m'a regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Quoi? Jérémy, non. D'où ça sort? Tu es distante, ai-je dit. Tu es toujours sur ton téléphone. Tu t'habilles pour le travail comme si tu allais à des rendez-vous. Je m'habille de manière professionnelle, dit-elle, la voix tranchante. Et je suis sur mon téléphone parce que j'ai un travail exigeant. Tu es paranoïaque. Vraiment, ai-je demandé. Oui, dit-elle. Tu manques d'assurance. Tu as toujours été menacé par les hommes qui réussissent. Ça a touché exactement là où elle le voulait. Je ne suis pas menacé, ai-je dit doucement. Alors arrête d'agir comme tel, dit-elle. Richard est mon patron. C'est tout. Si tu ne supportes pas que j'ai une carrière, c'est ton problème. Elle a quitté la pièce, claquant la porte de la chambre. Je l'ai entendu pleurer, ou peut-être juste parler au téléphone. Je ne savais plus faire la différence. Je suis retourné à mon ordinateur, j'ai ouvert le dossier de conformité, j'ai ajouté une autre note à la chronologie. Le 15 décembre, l'invitation est arrivée. Un email à toute l'entreprise. La fête de Noël annuelle de Paramount à l'hôtel Drake. Tenue de soirée, open bar. Conjoint encouragé. Je l'ai transféré à Catherine, présidente du conseil d'administration de Holdings. Objet, dernière opportunité de documentation. Sa réponse est revenue en 30 secondes. Entendu. Nous serons prêts. Jennifer est rentrée ce soir-là, excitée. Tu as vu l'email pour la fête de Noël? Ouais, ai-je dit. Il faut que je trouve une robe, dit-elle, déjà en train de parcourir des sites de shopping.
Quelque chose d'impressionnant. C'est le plus grand événement de l'année. Bien sûr, ai-je dit. Elle n'a pas remarqué que j'avais à peine parlé. Elle était trop occupée à envoyer des textos, demandant probablement à Richard quelle couleur il préférait. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, écoutant Jennifer respirer à côté de moi, régulièrement, paisiblement. Le sommeil de quelqu'un qui n'a rien à cacher, ou de quelqu'un qui est devenu très doué pour cacher les choses. Mon téléphone était sur la table de chevet, face vers le haut, l'écran lumineux. Un message non lu de Catherine. Fête de Noël la semaine prochaine. Il est temps de clore le dossier. Êtes-vous prêt? J'ai regardé Jennifer, son visage doux dans l'obscurité, une main sous sa joue. 6 ans de mariage, 6 ans à construire une vie ensemble. 6 ans qui allaient se terminer dans une salle de bal d'hôtel devant 300 personnes. Oui, ai-je répondu. Puis j'ai éteint le téléphone et attendu le 23 décembre. La semaine avant la fête, j'ai pris mes dispositions. J'ai déposé les papiers du divorce au palais de justice du comté. La greffière était une femme d'une 50aine d'années à l'air fatiguée, qui en avait probablement traité 10 000 comme ça. Elle m'a à peine regardé. Voici le dépôt, dit-elle. L'avis de signification sera envoyé après les fêtes. Autre chose? Non, ai-je dit. Bonne chance, dit-elle sans aucune conviction que la chance y changerait quelque chose. J'ai contacté le propriétaire à propos du bail. Il a été étonnamment compréhensif. Divorce, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Résiliation conjointe ou unique? Unique, ai-je dit, je suis le seul sur le bail original. Elle a été ajoutée plus tard. Alors vous pouvez résilier, dit-il. Préavis de 60 jours. Vous voulez commencer maintenant? Oui, ai-je dit. C'est fait, dit-il. Désolé pour votre mariage. Tout le monde était désolé. Personne ne pouvait rien y faire. J'ai ouvert un nouveau compte en banque, transféré exactement la moitié de nos économies communes ma part, légalement parlant et mis en place des paiements automatiques pour ma moitié des factures jusqu'au 31 décembre. Après ça, Jennifer devrait se débrouiller seule. J'ai réservé une chambre dans un hôtel pour long séjour, 3 mois prépayés, meublés, charges comprises, le genre d'endroit où les gens vivent quand ils sont entre deux vies. Et j'ai attendu. Jennifer a passé ses 7 jours à se préparer. Rendez-vous chez le coiffeur, manucure, une séance de shopping pour une robe qui a duré 6 heures et 3 magasins. Elle rentrait épuisée mais rayonnante, tenant des housses à vêtements comme si elle contenait quelque chose de précieux. Tu veux voir, a-t-elle demandé mardi soir, en brandissant la robe. Garde-la pour la fête, ai-je dit. Elle a semblé déçue pendant exactement 2 secondes. Puis son téléphone a vibré et elle a oublié mon existence. Jeudi, elle s'est entraînée à se maquiller. Différentes techniques, différents looks. Elle prenait des photos d'elle, les supprimait, recommençait. Le comptoir de la salle de bain est devenu un champ de bataille de produits et d'outils. Grande soirée, dit-elle, me surprenant à l'observer depuis le seuil. Ouais, ai-je dit. Tu mettras le costume bleu, n'est-ce pas, demanda-t-elle. Celui que j'aime bien. Bien sûr, ai-je dit. Elle a souri et est retournée à son reflet. Vendredi, j'ai fait une valise, une boîte de documents essentiels, une sacoche d'ordinateur. Tout le reste pouvait rester ou partir. Je m'en fichais. Je l'ai chargé dans ma voiture pendant que Jennifer était au travail. Samedi matin, 23 décembre, Jennifer s'est réveillée tôt, 6 heures, ce qui était inhabituel pour elle le week-end. Elle est allée directement à la salle de bain et a commencé sa transformation. J'ai fait du café, je me suis assis à la table de la cuisine, regardant le soleil se lever sur le lac Michigan. Tu es silencieux, a dit Jennifer, apparaissant dans l'embrasure de la porte de la cuisine, enroulée dans une serviette. Ses cheveux étaient mouillés, son visage sans maquillage. Elle avait l'air jeune, vulnérable. Je réfléchis, ai-je dit. À quoi, demanda-t-elle. À ce soir, ai-je dit. Elle a souri. Ça va être amusant. Open bar, bonne nourriture. Essaie de t'amuser, d'accord? Tu as toujours l'air si mal à l'aise à ces trucs. Je ferai de mon mieux, ai-je dit. Elle m'a embrassé le sommet du crâne. Un baiser désinvolte.
Le genre de baiser qu'on donne à quelqu'un avec qui on est à l'aise, mais plus amoureux. Puis elle est retournée se préparer. 4 heures plus tard, nous étions dans notre chambre. Elle dans sa robe noire, moi dans le costume bleu qu'elle aimait. Elle se regardait dans le miroir, tournant, vérifiant les angles. « Comment je suis ?» demanda-t-elle. « Magnifique, ai-je dit. » Malheureusement, c'était vrai. « Ça va ?» demanda-t-elle, surprenant mon expression dans le miroir. « Ça va, ai-je dit. »« Tu as l'air triste, dit-elle. »« Juste fatiguée, ai-je dit. » Elle s'est retournée, me faisant face directement. « Jérémy, si tu ne veux pas y aller, tu n'es pas obligé. Je sais que c'est fait, ce n'est pas ton truc. » Pendant un instant, j'y ai pensé. Rester à la maison, la laisser y aller seule, laisser ce soir se produire sans que je sois là pour le voir. Mais alors je ne saurais pas. Je ne la verrais pas faire le choix. Je n'aurais pas la conclusion de voir tout se terminer en temps réel. « Je veux y aller, ai-je dit. »« Tu es sûr ?» demanda-t-elle. « Certain, ai-je dit. » Elle a souri, soulagée. « D'accord, allons-y. » Nous avons conduit jusqu'au Drake dans un silence relatif. Jennifer vérifiait constamment son téléphone, envoyant des textos, probablement. Je n'ai pas demandé à qui. Je savais. Le voiturier a pris notre voiture. Jennifer a ajusté sa robe une dernière fois, a pris une profonde inspiration. Prêt, a-t-elle demandé. Ouais, ai-je dit. Nous sommes entrés dans l'hôtel, dans la salle de bal, dans la dernière nuit de notre mariage. L'hôtel Drake sentait l'argent et les aiguilles de pin. La salle de bal était décorée comme si un catalogue de Noël avait explosé. Des lumières blanches partout. Des sculptures de glace fondant lentement près du bar. Des centres de table qui coûtaient probablement plus cher que notre loyer. 300 personnes, peut-être plus. Les employés de Paramount, plus les cadres de Holdings, plus les conjoints à qui on avait promis un open bar et des amuse-gueules. Jennifer a touché mon bras une fois à l'entrée. Je devrais faire le tour, dit-elle. Relation client. Bien sûr, ai-je dit. Elle a disparu dans la foule avant que j'aie fini le mot. J'ai trouvé ma place. Mur latéral, près du bar mais pas au bar. Bonne visibilité. J'avais appris cette compétence en 6 ans de ces événements. Comment avoir l'air engagé tout en étant complètement inutile? Richard Hastings tenait court près de la scène. Une 50aine de personnes en orbite autour de lui, riant trop fort à des choses qui n'étaient pas des blagues. Il portait un smoking comme si c'était un jean, à l'aise dans un tissu cher. Sa cravate était déjà desserrée à 19h45. Un verre dans une main, l'autre libre pour les prises d'épaule et les tapes dans le dos. Jennifer se déplaçait dans la foule comme si elle l'avait chorégraphié, s'arrêtant à chaque groupe, disant exactement ce qu'il fallait, riant exactement au bon moment. Sa robe captait la lumière à chaque fois qu'elle se tournait. D'autres hommes l'ont remarqué. Leurs femmes ont remarqué qu'ils la remarquaient. J'ai siroté mon verre. Du gin, surtout de la glace maintenant. Kyle et Vanessa Pierce sont passés près de moi. Kyle travaillait aux ventes, avec le genre de sourire qui vendait des choses dont les gens n'avaient pas besoin. Vanessa enseignait le yoga et parlait de chakras sans ironie. C'est Jennifer, murmura Vanessa à Kyle, pas assez bas. Cette robe est, ouais, dit Kyle. Elle et Richard sont proches, non? La voix de Vanessa avait cette fréquence spécifique, le ton du commérage. Professionnellement, dit Kyle, mais son ton suggérait le contraire. Vanessa a fait un bruit qui n'était pas un accord. J'ai entendu dire qu'ils ont pris le même vol pour Austin le mois dernier. Réservation séparée mais même vol. Où as-tu entendu ça? Demanda Kyle. Linda des services de voyage, dit Vanessa. Elle a dit que ça dure depuis 1 an. Mêmes hôtels, même ville, juste par coïncidence. Kyle a jeté un coup d'œil autour de lui, s'assurant que personne n'écoutait. Il ne m'a pas vu. Les gens me voyaient rarement. Richard a un type, dit Kyle doucement. Intelligente, ambitieuse, mariée. Ça rend les choses assez compliquées pour que personne ne pose de questions. Et Jennifer correspond, dit Vanessa. Comme un gant, acquiesça Kyle. Ils ont continué leur chemin, à la poursuite d'amuse-gueule ou de potins, ou les deux. J'ai fini mon verre.
J'en ai pris un autre. Le barman n'a pas croisé mon regard. L'invisibilité professionnelle reconnaissant l'invisibilité personnelle. 20 heures. Richard est monté sur scène. Microphone dans une main, verre dans l'autre. La foule s'est installée dans cette attention polie de soirée, écoutant à moitié, tout en continuant à parler. Merci à tous pour cette nouvelle année incroyable, commença Richard. Sa voix avait cette chaleur étudiée, celle qui venait de séminaires de leadership coûteux. Paramount a progressé de 43%. Notre taux de rétention client est le meilleur du secteur, et c'est grâce à des gens comme vous. Applaudissements épars, mais sincères. J'ai regardé Jennifer. Elle s'était positionnée près de la scène, au premier rang. Son expression était concentrée, intéressée, engagée. La façon dont elle me regardait pendant notre première année ensemble, avant que la nouveauté ne s'estompe et que la réalité ne s'installe. Richard a parlé de projections trimestrielles, d'expansion du marché, de synergie, des mots d'entreprise qui signifiaient de l'argent. Son discours avait le rythme confortable de quelqu'un qui l'avait déjà donné et le redonnerait. La foule commençait déjà à s'agiter, prête à ce que l'open bar ouvre. Mais Richard n'avait pas fini. Avant de partir, dit-il, et sa voix changea, plus détendue. L'alcool commençait à faire effet. Je veux saluer quelqu'un de spécial. La foule se tut, ce silence particulier qui précède quelque chose d'imprévu. Jennifer Carter, dit Richard, la montrant directement du doigt. Viens ici. Les yeux de Jennifer s'écarquillèrent. Surprise ou comédie? Je ne pouvais plus le dire. Les gens autour d'elle se sont mis à applaudir, à l'encourager. Elle a hésité, a regardé autour d'elle, puis a souri et s'est dirigée vers la scène. Elle a monté les marches avec précaution. La robe n'était pas faite pour les escaliers. Richard la rejoint en haut, lui a tendu le microphone d'une main tandis que son autre main se posait sur son épaule. Possessif, familier. Cette femme, annonça Richard à la salle, est la raison pour laquelle notre stratégie marketing n'est pas nulle. Rire plus fort que la blague ne le méritait. Jennifer a souri, ce sourire professionnel, prêt pour les caméras. Merci, Richard. Je suis juste, il a repris le micro. Non, sérieusement. Jennifer a une vision. Elle a de la créativité. Elle a des instincts que la plupart des gens passent des décennies à essayer de développer. Sa main était toujours sur son épaule. Son pouce bougeait légèrement, un petit geste, intime. Plus d'applaudissements. Richard la regarda. Vraiment la regarda. La foule pouvait le voir. Ce regard, celui qui signifiait autre chose que du respect professionnel. En fait, dit Richard, et sa voix baissa légèrement. Plus intime, plus personnel. J'ai une question pour toi. Le sourire de Jennifer vacilla. Incertaine maintenant. La salle de bal était devenue complètement silencieuse. 300 personnes retenant leur souffle. Richard s'est rapproché d'elle. Le microphone entrecaptant tout. Que dirais-tu que toi et moi, on couche ensemble ce soir? Les mots ont frappé la salle de bal comme une force physique. Des halètements. Le silence. Quelqu'un a fait tomber un verre et il s'est brisé. Le son, incroyablement fort. Jennifer était figée, son visage passant par une série de réactions, choc, confusion, panique. Le microphone dans la main de Richard captant sa respiration saccadée. 10 secondes de silence. 15. 20. Quelqu'un dans la foule a ri nerveusement. Quelqu'un d'autre a dit « Oh mon Dieu !» Le sourire de Richard était inébranlable, confiant, comme s'il venait de proposer quelque chose de tout à fait raisonnable. « Je suis sérieux, dit-il, plus fort maintenant, s'assurant que tout le monde entende. Oui ou non? Les yeux de Jennifer ont balayé la foule, cherchant de l'aide, un sauvetage, quelqu'un pour que ça s'arrête. Ils m'ont trouvé. J'étais toujours adossé au mur, un verre à la main, le visage neutre. Je n'ai pas bougé, pas parlé, pas réagi. J'ai juste regardé. Elle m'a regardé pendant 5 longues secondes. Je pouvais la voir réfléchir, calculer, décider. Puis elle s'est retournée vers Richard. Oui, dit-elle. Claire, direct, sans équivoque. La salle a explosé. Les halètements sont devenus des cris,
puis le chaos. Les téléphones sont sortis immédiatement, enregistrant, photographiant, documentant. Richard riait, attirant Jennifer dans une étreinte qui a duré trop longtemps. Elle riait aussi, ou peut-être pleurait-elle, les sons se mélangeant. Les gens parlaient partout, conversations superposées, réactions choquées, des « tu plaisantes » résonnant contre le plafond voûté. Kyle Pearce était à 5 mètres, son téléphone levé, en train d'enregistrer. Vanessa avait les 2 mains sur la bouche. Linda des services de voyage chuchotait urgemment à un groupe de femmes qui semblaient toutes aussi scandalisées que ravies. Quelqu'un près du bar a dit « Est-ce qu'elle vient de ?» Elle l'a fait, a confirmé quelqu'un d'autre. Son mari est juste là, a ajouté une 3e personne. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. J'ai posé mon verre sur une table voisine, sorti mon téléphone et passé un appel. C'est moi, ai-je dit doucement. Faites-les entrer. La salle de bal était devenue une chose vivante, respirant, commérant, enregistrant. Jennifer et Richard étaient toujours sur scène, son bras maintenant autour de sa taille. Elle disait quelque chose, je ne pouvais pas l'entendre par-dessus le bruit, mais ses mains bougeaient, expliquant, se défendant. Le langage universel de quelqu'un qui venait de commettre une erreur catastrophique en public. Les gens me dévisageaient, attendant la réaction, la scène, la confrontation, le moment où le mari humilié ramènerait tout à lui. Je n'ai pas bougé. Kyle Pearce s'est approché, son téléphone enregistrant définitivement mon visage. Vanessa était à ses côtés, son maquillage commençant déjà à couler. D'autres visages se sont tournés dans ma direction, dans l'attente, certains sympathiques, d'autres avides, d'autres simplement curieux de voir jusqu'où cela pouvait aller. Patricia Hoffman du service juridique se tenait près du bar avec son mari, David. Elle chuchotait avec urgence. David secoua la tête, lui répondit quelque chose. Patricia me regarda, puis détourna rapidement le regard, coupable, comme si elle avait été surprise à regarder un accident mais ne pouvait s'en détacher. Les lumières de la scène aggravaient tout. Vive, clinique, exposée. Jennifer s'était légèrement éloignée de Richard, créant un centimètre d'espace qui ne signifiait rien. Sa main étalée à sa clavicule, ce geste nerveux qu'elle avait depuis l'université. Le signe qui signifiait qu'elle savait qu'elle avait franchi une ligne. Richard tenait toujours le microphone. « Allez, les gens, dit-il, sa voix portant par-dessus le bruit. C'est une blague. Détendez-vous tous. Jennifer et moi, nous sommes juste, il n'a pas fini sa phrase. Peut-être parce qu'il ne savait pas comment. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de bonne fin. Je me suis dirigé vers la sortie, sans courir, sans sortir en trombe, juste en marchant à travers la foule qui s'écartait automatiquement, passant devant les sculptures de glace maintenant réduites à des formes abstraites, devant des visages qui trouvaient soudain leur verre fascinant. Les portes de la salle de bal étaient lourdes, en chêne probablement, le genre que les hôtels utilisent pour impressionner les gens riches. Elles se sont ouvertes silencieusement sur des gonds bien huilés. Le couloir au-delà était calme, la moquette assez épaisse pour absorber le son, des appliques murales projetant une lumière chaude qui semblait déplacée après l'éclat de la salle de bal. Et 4 personnes marchaient vers moi. Catherine et les menait. Présidente du conseil d'administration de Hastings Group Holdings, 68 ans, cheveux gris tirés en un chignon serré, portant un tailleur bleu marine qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de ma voiture. Derrière elle, Malcolm Pearce, secrétaire du conseil, portant un portefeuille en cuir. Daniel Ortega, conseiller juridique en chef, tablette à la main. Tom Vernon, chef de la sécurité de l'entreprise, balayant automatiquement le couloir du regard. Catherine s'est arrêtée à 1 mètre. « Monsieur Carter, dit-elle. » Pas de sourire, pas de chaleur. « Affaire. »« Madame, ai-je dit. »« C'est fait, demanda-t-elle. »« Audio enregistré, ai-je dit. » Le système audiovisuel de l'hôtel a tout capté. 300 témoins. Plusieurs vidéos de téléphone sont déjà en cours de téléchargement sur les réseaux sociaux. J'ai vérifié Twitter en sortant. Paramount Party est en tendance. Catherine a hoché la tête une fois. Vive, efficace. Bien. Il a répété la question, ai-je ajouté. Il a clairement indiqué qu'il ne plaisantait pas. Il s'est assuré qu'il n'y avait aucune ambiguïté. A demandé une confirmation verbale. Mieux, a dit Catherine. À travers les portes de la salle de bal,
le bruit étouffé continuait. La voix de Richard était toujours audible, essayant de contrôler la salle, pensant toujours qu'il pouvait transformer cela en quelque chose de gérable. Malcolm a parlé, sa voix mesurée. Chronologie 20h27, ai-je dit. Question posée à 20h26, répétée à 20h27. Réponse reçue à 20h28. Le tout capté par l'équipement d'enregistrement de l'hôtel et environ 60 appareils personnels. Daniel a pris une note sur sa tablette. Excellent. Tom Vernon s'est avancé, posant brièvement la main sur mon épaule. Sa poignée était ferme, sympathique. Ça va, demanda-t-il doucement. Ça va, ai-je dit. Tu es un homme meilleur que moi, a dit Tom. Je ne sais pas si j'aurais pu rester là sans rien faire. C'était le travail, ai-je dit. Catherine a vérifié sa montre. Cher, valant probablement plus que tout ce que je possédais. Nous procédons maintenant. Monsieur Carter, attendez ici. Nous pourrions avoir besoin de votre témoignage pour le dossier. Compris, ai-je dit. Elle est passée devant moi, suivie de Malcolm et Daniel. Tom est resté en retrait, positionné entre moi et les portes de la salle de bal. Protection ou prévention? Je ne savais pas. Ils ont poussé les portes. Le bruit de la salle de bal a changé immédiatement. Le chaos s'est arrêté en plein milieu. Le silence est tombé par sections, se propageant depuis la porte comme des ondulations. J'ai attendu 30 secondes, puis je les ai suivis à l'intérieur. La salle de bal s'était scindée en deux réalités. Sur scène, Richard et Jennifer essayaient toujours de gérer la situation, son bras n'était plus autour de sa taille, son visage pâle sous les lumières, le mascara commençant à couler. Près des portes, Catherine et sa délégation de 3 personnes marchant dans l'allée centrale avec l'inévitabilité d'un peloton d'exécution. Les gens l'ont remarqué. Les conversations se sont arrêtées par vagues. Quelqu'un a dit, « Attends, c'est la présidente du conseil ?» Quelqu'un d'autre a fini, « Oh mon Dieu !» Le silence s'est propagé. Radical, complet. 300 personnes retenant leur souffle. Richard les a vus. Son sourire n'a pas disparu immédiatement. Il s'est estompé par étapes, comme si son cerveau traitait avec un décalage. Reconnaissance, confusion, compréhension, peur, tout cela en 5 secondes. Il tenait toujours le microphone. Catherine s'est arrêtée au pied des escaliers de la scène. Malcolm et Daniel l'encadraient, créant un mur d'autorité d'entreprise. Tom Vernon s'est déplacé pour couvrir la sortie, empêchant quiconque de partir ou d'entrer. Monsieur Hastings, dit Catherine. Pas de microphone. Sa voix apportait quand même, tranchant le silence comme une lame. Veuillez descendre de la scène. Le rire de Richard est sorti faux. Forcé. Catherine. Et, qu'est-ce qu'on est juste en train de conclure le discours de la fête ici? C'est un peu, maintenant, a interrompu Catherine. Le « s'il vous plaît » n'était pas une demande. C'était l'équivalent linguistique d'une arme chargée. Richard a regardé la foule, Jennifer, son verre toujours sur le pupitre où il l'avait posé, puis de nouveau Catherine. Des calculs se faisaient derrière ses yeux. Des calculs qui ne donnaient pas le résultat qu'il voulait. Il a tendu le microphone à Jennifer. Elle l'a pris automatiquement, puis a semblé réaliser qu'elle tenait maintenant l'appareil qui venait de diffuser la fin de sa carrière. Richard est descendu les escaliers lentement, testant chaque marche comme s'il n'était pas sûr qu'elle le supporterait. Son visage était passé de confiant à confus, puis à quelque chose approchant la panique. Jennifer est restée sur scène, figée, les bras croisés sur sa poitrine, posture défensive, sa respiration visible même de l'autre côté de la pièce. Catherine a fait un geste vers la salle de conférence latérale. Mur de verre visible de tous les angles. Pas d'intimité, exposition maximale. Nous parlerons là, monsieur Hastings. Ce n'est pas, a commencé Richard, la voix rauque. Catherine, quoi que vous pensiez, ce n'est pas une discussion, a dit Catherine. C'est une procédure de licenciement. Le conseil a voté il y a 1 heure. Nous attendions une documentation publique suffisante pour finaliser la décision. La salle de bal a halté collectivement. Quelqu'un a fait tomber son téléphone. Le bruit a résonné. Le visage de Richard est devenu blanc. Vous avez planifié ça?
Nous enquêtons sur vous depuis 6 mois, a dit Daniel Ortega, s'avançant avec sa tablette. Ce soir a simplement fourni la dernière preuve dont nous avions besoin. Harcèlement public, abus de position, sollicitation d'une employée subalterne, le tout capté sur enregistrement avec de multiples témoins. Mais Richard a regardé autour de lui, affolé. C'était une blague. Je plaisantais. Vous avez répété la question, a dit Malcolm, sortant ses propres notes. Vous avez spécifiquement demandé une confirmation verbale. Vous avez créé une situation où Madame Carter s'est sentie obligée de répondre affirmativement à une proposition de son supérieur direct devant 300 collègues. Elle aurait pu dire non, a dit Richard. Vraiment, a demandé Catherine. Sa voix était de glace. Vous êtes le PDG. Elle est directrice. Vous avez demandé en public, sur scène, avec des caméras qui enregistraient. Vous avez créé une situation où un refus lui aurait coûté professionnellement et une acceptation lui aurait coûté personnellement. Elle a fait une pause. C'est un cas d'école de harcèlement. Jennifer a émis un son, petit, brisé, toujours sur scène avec le microphone. Les épaules de Richard se sont affaissées. Je veux mon avocat. Vous aurez le temps pour les avocats, a dit Daniel. Pour l'instant, vous venez avec nous. Vous entendrez les accusations, vous signerez les papiers de licenciement, puis vous quitterez ce bâtiment. Et si je refuse, a demandé Richard. Tom Vernon s'est avancé. Un M90, ancien militaire, le genre de présence qui n'a pas besoin de menacer. Alors je vous escorte dehors quand même. Votre choix est de savoir si vous marchez ou si vous êtes porté. Richard a regardé Tom, Catherine, les 300 personnes le regardant réaliser que sa vie se terminait. Bien, dit-il doucement. Finissons-en. Daniel a ouvert la porte de la salle de conférence. Malcolm est entré le premier, installant un ordinateur portable et des documents. Catherine a attendu, les mains jointes, l'expression neutre. Richard a marché vers la salle de conférence comme un homme marchant à son propre enterrement. La porte s'est fermée. Les murs de verre montraient tout. Richard assis. Catherine en face de lui. Daniel et Malcolm l'encadrant. Des papiers étalés. L'écran d'une tablette brillant. La salle de bal est restée silencieuse. Tout le monde regardant le procès à travers les murs de verre. Je me suis déplacé vers le bar. J'ai pris un autre verre. Le barman a croisé mon regard cette fois. Bref, sympathique. C'est votre femme, a-t-il demandé doucement. C'était, ai-je dit. Il a versé le verre, plus fort que la dose réglementaire. Ne m'a pas fait payer. Jennifer est descendue de la scène, chancelante, son talon s'est accroché à la dernière marche. Elle s'est agrippée à la rampe, s'est stabilisée. Le microphone était toujours dans son autre main. Elle l'a posé sur une table voisine comme s'il l'avait brûlé. Les gens se sont écartés de son chemin. Pas de manière évidente, juste assez. Créant un espace. Une exclusion polie. Elle a marché vers moi. Kyle Pierce la suivait avec la caméra de son téléphone. Vanessa pleurait ouvertement maintenant. Linda des services de voyage avait aussi sorti son téléphone, tapant rapidement, postant probablement sur le canal Slack de l'entreprise. Peut-être Twitter. Jennifer s'est arrêtée à 1,50 m. Jérémy, dit-elle. Sa voix était petite, brisée. Jennifer, ai-je dit. Qu'est-ce qui se passe, demanda-t-elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Les conséquences, ai-je dit. Son visage a fait quelque chose de compliqué. Des émotions se battant pour l'espace. Est-ce que tu savais qu'il serait là? Oui, ai-je dit. C'est toi qui as organisé ça, dit-elle. Ce n'était pas une question. Non, ai-je dit. J'ai documenté une enquête. Le conseil a pris la décision. Richard a fait ses choix. Tu as fait les tiens. Je pensais, elle s'est arrêtée, a recommencé. Je pensais que c'était juste une blague qui avait mal tourné. Vraiment, ai-je demandé. Quand il a répété la question. Tu pensais encore que c'était une blague. Elle n'a pas répondu. À travers les murs de verre, Richard était maintenant debout, argumentant, ses mains bougeant. Daniel a secoué la tête, lui a montré quelque chose sur la tablette.
Richard s'est rassis, vaincu. Depuis combien de temps, a demandé Jennifer. Depuis combien de temps tu travailles avec eux? 6 mois, ai-je dit. 6 mois, a-t-elle répété. Tu sais depuis 6 mois. J'enquête sur Richard depuis 6 mois, ai-je corrigé. Je ne savais pas pour toi. Pas avec certitude. Pas avant ce soir. Enquêter sur quoi, demanda-t-elle. Harcèlement, abus de pouvoir, création d'un environnement de travail hostile. Richard fait ça depuis des années. Différentes femmes, différentes positions, même schéma. J'ai fait une pause. Tu n'étais pas la première. Tu étais juste la plus publique. Sa main est allée à sa bouche. Oh, mon Dieu. Le conseil voulait de la documentation, ai-je continué. Des preuves claires, des témoins publics, quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué ou réglé discrètement. Ce soir leur a donné ça. À cause de ce que j'ai dit, a réalisé Jennifer. Oui, ai-je confirmé. Donc c'est de ma faute, dit-elle. Non, ai-je dit. C'est la faute de Richard. Il a créé la situation. Il a posé la question. Il t'a mise dans une position impossible. Tu as juste répondu. J'ai dit oui, a-t-elle murmuré. Tu l'as fait, ai-je convenu. Elle m'a regardé. Vraiment regardé, me voyant pour la première fois depuis des mois, peut-être. Tu n'es pas en colère. Je ne ressens rien, ai-je dit. Plus maintenant. À travers le verre, Catherine s'est levée, a tendu la main. Richard ne l'a pas serrée. Elle l'a retirée. Malcolm a tendu des papiers à Richard, plusieurs pages. Richard les a signés sans les lire. Le licenciement était officiel. La porte de la salle de conférence s'est ouverte. Tom Vernon est sorti le premier, puis Richard, puis Catherine, Malcolm et Daniel. Le smoking de Richard était maintenant en désordre, la cravate complètement défaite, le col ouvert, la veste froissée. Son visage était passé de la colère au vide. Le vide spécifique de quelqu'un qui avait tout perdu et qui était encore en train de traiter ce que cela signifiait. La salle de bal a regardé dans un silence complet. Catherine s'est adressée à la salle. Pas besoin de microphone. Avec effet immédiat, Richard Hastings n'est plus le PDG de Paramount Digital Solutions. Le conseil vous remercie tous pour votre dévouement continu à l'entreprise. D'autres annonces seront faites lundi matin. Veuillez profiter du reste de votre soirée. 14 secondes. Une carrière terminée en moins de temps qu'il n'en faut pour réchauffer un café au micro-ondes. La salle de bal a explosé de bruit. Conversation partout. Téléphone sorti, tapant, appelant, enregistrant. La nouvelle se propageant en temps réel sur Twitter, LinkedIn, les canaux Slack internes, des hashtags en tendance naissant. Richard a essayé de s'arrêter, s'est tourné vers Catherine. Vous ne pouvez pas juste, je peux, a dit Catherine, et je l'ai fait. Monsieur Vernon vous escortera à votre véhicule. Vous rendrez votre accès au bâtiment, votre téléphone d'entreprise et votre ordinateur portable ce soir. Vos effets personnels seront emballés et expédiés lundi. Vous recevrez la documentation de licenciement et les conditions d'indemnité dans les 48 heures. C'est à cause d'une blague, a dit Richard. Sa voix était désespérée maintenant. Une stupide blague à une fête. Non, a dit Daniel, s'avançant avec sa tablette. C'est à cause d'un schéma documenté de harcèlement s'étendant sur 38 mois, 18 plaintes formelles, 47 SMS inappropriés, 12 cas de suggestion de contrepartie, 7 cas de représailles contre des employés qui ont refusé vos avances, et ce soir, une sollicitation très publique d'une employée subalterne devant 300 témoins avec plusieurs caméras enregistrant. Il a tourné la tablette vers Richard. L'écran plein de textes, de dates, de noms, de communications. Les plaintes ont été déposées, a dit Richard faiblement. Elles étaient réelles, a dit Daniel. Crédibles, cohérentes, et maintenant elles sont publiques. Le Conseil ne peut plus prétendre à l'ignorance. Nous ne pouvons plus régler ça discrètement. Vous avez créé une situation ce soir qui nous a forcé la main. Richard a regardé Jennifer. Vraiment regardé, comme s'il la voyait pour la première fois aussi. Tu savais, lui dit-il. Tu savais qu'ils enquêtaient. Je ne savais pas, a dit Jennifer, sa voix à peine audible. Ton mari travaille pour eux, a dit Richard.
Il a été, la compréhension a jailli. C'est lui qui enquêtait sur moi. Division de la conformité, ai-je confirmé. Enquêtes internes. On m'a assigné votre dossier en juin. Le visage de Richard a traversé une série d'expressions. Trahison, rage, acceptation. Vous m'avez piégé. Non, ai-je dit. J'ai documenté votre comportement. Vous vous êtes piégé vous-même. Chaque commentaire inapproprié, chaque contact non désiré, chaque SMS envoyé à 2 heures du matin. Chaque chambre d'hôtel réservée à côté de celle d'une employée. Vous avez construit le dossier contre vous. Je l'ai juste écrit. Et ce soir, a demandé Richard. Ce soir, vous avez posé une question par oui ou par non devant 300 témoins, ai-je dit. C'était votre choix, pas le mien. Tom Vernon a touché le coude de Richard, doucement mais fermement. Monsieur, il est temps de partir. Richard a regardé la salle de bal une dernière fois. 300 visages le fixant, certains sympathiques, la plupart non. Personne n'aidant, personne n'intervenant, personne ne voulant être associé à lui. Le pouvoir était comme ça. Il restait tant que vous l'aviez, puis disparaissait complètement à l'instant où vous ne l'aviez plus. Allons-y, a dit Tom. Ils ont marché vers la sortie. Les pas de Richard résonnaient dans le silence. La foule s'est écartée automatiquement, créant un passage, s'assurant que personne ne soit photographié trop près de lui. En atteignant les portes, Richard s'est arrêté, s'est retourné. Jennifer, a-t-il crié. Elle n'a pas répondu, n'a pas bougé, et juste resté là, les bras enroulés autour d'elle. Jennifer, a-t-il répété plus fort. Dis-leur. Dis-leur que ce n'était pas du harcèlement. Dis-leur que tu le voulais. La salle de bal a retenu son souffle. La bouche de Jennifer s'est ouverte, s'est refermée. Aucun mot n'est sorti. Dis-leur, a exigé Richard, désespéré maintenant. Je ne peux pas, a murmuré Jennifer. Pourquoi pas, a demandé Richard. Parce que c'était du harcèlement, a dit Jennifer, plus fort maintenant. Tu es mon patron. Tu avais du pouvoir sur mon travail, ma carrière, mon avenir. Chaque fois que tu me touchais, chaque fois que tu m'envoyais des textos tard le soir, chaque fois que tu suggérais que nous voyagions ensemble, je ne pouvais pas dire non. Pas vraiment. Parce que dire non signifiait perdre tout ce pourquoi j'avais travaillé. Le visage de Richard s'est effondré. Mais tu as dit oui ce soir, parce que 300 personnes regardaient, a dit Jennifer. Parce que des caméras enregistraient. Parce que dire non en public aurait été pire que de dire oui. Tu le savais. Tu comptais là-dessus. Je pensais, Richard s'est arrêté. Je pensais que tu me voulais. Je voulais garder mon travail, a dit Jennifer. Il y a une différence. Tom a ouvert la porte de sortie. Maintenant, monsieur. Richard l'a franchie. La porte s'est refermée derrière lui. Solide. Final. Et c'est ainsi que Richard Hastings a cessé d'exister chez Paramount Digital Solutions. La salle de bal a éclaté, tout le monde parlant en même temps. Le barrage de silence se brisant en chaos. Catherine s'est tournée vers la foule, a levé une main. Le silence est retombé, mais plus lâche cette fois. Jennifer Carter, a dit Catherine. La tête de Jennifer s'est relevée d'un coup. Oui. Votre emploi chez Paramount Digital Solutions est terminé avec effet immédiat. Les mots ont atterri comme des coups physiques. Attendez, a dit Jennifer. Quoi? Pourquoi? Malcolm s'est avancé, lisant depuis sa tablette. Vous avez entretenu une relation amoureuse avec votre supérieur direct. Vous avez accepté un traitement préférentiel basé sur cette relation. Vous avez créé un environnement de travail hostile en participant au schéma de comportement de Monsieur Hastings. Et ce soir, vous avez verbalement accepté une proposition de votre supérieur devant 300 témoins, validant ainsi son harcèlement et vous rendant complice de sa mauvaise conduite. Mais je viens de dire, Jennifer a fait un geste vers la porte. Je viens de dire que c'était du harcèlement. J'ai dit que je ne pouvais pas le refuser. C'est juridiquement exact, a dit Daniel. Monsieur Hastings a effectivement créé un environnement coercitif. Cependant, la politique de l'entreprise est explicite. Section 4, paragraphe 7 du manuel d'éthique.
Il est interdit aux employés d'entretenir des relations amoureuses ou des relations qui créent des conflits d'intérêts réels ou perçus. La violation de cette politique entraîne un licenciement immédiat, quelle que soit la nature ou l'issue de la relation. Je n'ai pas violé cette politique, a dit Jennifer. Nous n'avons jamais, je n'ai jamais, Malcolm a fait défiler sa tablette. L'historique des SMS montre 314 communications en dehors des heures de bureau. 87 de ces messages contenaient un contenu suggestif. 43 ont été envoyés alors que les deux parties voyageaient pour des affaires de l'entreprise. Les registres de l'hôtel montrent que vos chambres étaient réservées à des étages consécutifs pour cette voyage d'affaires distincts. Ça ne veut pas dire, a commencé Jennifer. Cela signifie que vous avez participé à une relation qui a créé une apparence d'inconvenance, a interrompu Daniel. Que la relation ait été physiquement consommée ou non est sans importance. Vous avez accepté un traitement préférentiel. Vous avez bénéficié de l'attention de Monsieur Hastings. Vous avez été promu 2 fois en 18 mois, plus rapidement que tout autre employé de votre service. Vous avez reçu une augmentation de salaire de 43%. On vous a donné le premier choix sur les comptes à haute visibilité. J'ai mérité ces choses, a dit Jennifer. Sa voix se brisait maintenant. Peut-être, a dit Catherine, mais l'apparence de favoritisme est un motif suffisant de licenciement en vertu de la politique de l'entreprise, et ce soir, vous avez fourni une confirmation publique de la relation en acceptant la proposition de Monsieur Hastings. J'ai été contrainte, a dit Jennifer. Vous venez de le dire. Il m'a contrainte. C'est vrai, a dit Patricia Hoffman, parlant pour la première fois. Elle s'était rapprochée pendant la confrontation. Les instincts d'avocate activés. Monsieur Hastings a créé un environnement coercitif. Cependant, cela n'annule pas vos violations de la politique de l'entreprise au cours des 18 mois précédant l'événement de ce soir. La coercition explique ce soir. Elle n'explique pas l'année et demie précédente. Jennifer a regardé autour de la salle de bal, cherchant du soutien, des alliés, quelqu'un pour dire que ce n'était pas juste, pas correct, pas légal. Personne n'a parlé. Votre badge a été désactivé, a dit Malcolm. Tom Vernon s'est approché de Jennifer, a tendu la main. Madame, j'aurai besoin de votre badge et de votre téléphone. La main de Jennifer est allée au cordon autour de son cou, son badge d'accès au bâtiment, le logo de Paramount bien en évidence. Elle l'avait porté à la fête, preuve visible de qui elle était, de ce qu'elle avait accompli. Elle l'a détaché lentement, l'a tendu à Tom comme si elle lui remettait une partie d'elle-même. Puis elle a sorti son téléphone de sa pochette. Celui qui était toujours face cachée, toujours verrouillé, toujours, juste le travail. Tom a pris les 2 objets. Merci, madame. C'est tout, a demandé Jennifer, la voix vide. 6 ans, et c'est tout. Oui, madame, a dit Tom, pas méchamment, juste factuellement. Il s'est éloigné. Jennifer est restée là, les mains vides, sa robe chère semblant soudain déplacée. Des bijoux de pacotille après la fin de la pièce. Elle s'est tournée vers moi. Jérémy, dit-elle. Dis quelque chose. Dis-leur. Dis-leur que ce n'est pas juste. C'est juste, ai-je dit. Comment, demanda-t-elle. Comment est-ce que c'est juste? Tu as violé la politique de l'entreprise, ai-je dit. Tu as participé à du harcèlement. Tu as bénéficié d'une relation inappropriée avec ton superviseur et ce soir, tu as accepté une proposition devant 300 témoins. Tu savais, dit-elle, accusation, désespoir. Tu savais que tout ça arriverait. Non, ai-je dit. Je savais que l'enquête se terminerait. Je savais que Richard serait licencié. Je ne savais pas que tu dirais oui ce soir. C'était ton choix. Quel choix, dit-elle amèrement. Avec 300 personnes qui regardent, avec des caméras qui enregistrent, avec lui qui me met sur le grill comme ça. Tu aurais pu dire non, ai-je dit doucement. Et perdre mon travail quand même, dit-elle. Peut-être, ai-je convenu. Mais tu l'aurais perdu avec dignité, avec ton mariage intact, avec des gens qui te respectent au lieu de t'enregistrer. Son visage s'est décomposé. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu aurais pu dire non, ai-je répété. Elle s'est mise à pleurer. De vrais pleurs. Le genre qui vient de quelque part de profond et de brisé. Je l'ai regardé. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction. Pas de chagrin.
Même plus de colère. Juste la fin. J'ai sorti l'enveloppe de la poche intérieure de ma veste. Elle était là toute la soirée, pressée contre ma poitrine, attendant. Je l'ai tendue à Jennifer. Elle l'a prise automatiquement, les mains tremblantes, l'a ouverte avec des doigts qui n'arrivaient pas à saisir correctement. Ses yeux ont parcouru la première page, puis la seconde. Son visage est devenu pâle. Les papiers du divorce, dit-elle. Pas une question. Un constat de fait, délivré d'une voix devenue plate. Déposé cet après-midi, ai-je dit. Le palais de justice les a acceptés à 15h15. Tu recevras l'avis de signification officielle lundi matin. Tu as planifié ça, dit-elle en me regardant. Tout ça? Tu as planifié que toute ma vie s'effondre. Non, ai-je dit. J'ai planifié la conclusion d'une enquête. J'ai planifié que Richard soit tenu pour responsable. J'ai planifié que justice soit faite. Ton effondrement, c'est ta propre œuvre. Comment peux-tu dire ça, demanda-t-elle. Tu savais. Tu sais depuis des mois pour Richard, pour l'enquête, pour ce soir. Tu aurais pu me prévenir. J'ai essayé, ai-je dit. En septembre, je t'ai demandé si Richard te mettait mal à l'aise. Tu as dit non. En octobre, je t'ai demandé si tu voulais travailler ailleurs. Tu as dit que tu adorais ton travail. En novembre, je t'ai demandé directement si tu avais une liaison. Tu as dit que j'étais paranoïaque et peu sûr de moi et menacé par les hommes qui réussissent. La bouche de Jennifer s'est ouverte, s'est refermée. Aucune défense n'est sortie. J'ai essayé, ai-je répété. Tu ne voulais pas l'entendre. Tu voulais garder ton travail, garder ta relation avec Richard, garder ton mariage comme filet de sécurité. Tu voulais tout. Tu ne peux pas tout avoir. Alors, tu me punis, dit-elle. Non, ai-je dit. Je divorce. Il y a une différence. La punition implique que je veux que tu souffres. Ce n'est pas le cas. Je ne veux juste plus être marié avec toi. La foule autour de nous avait grossi. 50 personnes, peut-être 60. Toutes faisant semblant de regarder ailleurs tout en écoutant chaque mot. Ça allait devenir une légende de bureau. L'histoire que les gens raconteraient pendant des années. La fête de Noël où tout a explosé. Kyle Pierce avait toujours son téléphone levé. Enregistrant. Vanessa était à côté de lui, le maquillage complètement détruit, prenant des notes sur son propre téléphone. Linda des services de voyage textait rapidement, narrant probablement les événements en temps réel. Où suis-je censé aller, a demandé Jennifer. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas d'endroit où vivre. Je n'ai pas, tu as tes parents à Seattle, ai-je dit. Appelle-les. Demande de l'aide. Ils demanderont pourquoi, dit-elle. Ils voudront savoir ce qui s'est passé. Alors dis-leur la vérité, ai-je dit. Tu as dit oui à ton patron devant 300 personnes. Tu as détruit ton mariage pour un homme qui t'utilisait. Il ne m'utilisait pas, dit-elle faiblement. Jennifer, ai-je dit, il t'a demandé de coucher avec lui à une fête d'entreprise, en public, sur scène, avec des caméras qui enregistraient, alors que tu te tenais à côté de ton mari. Si ça, ce n'est pas t'utiliser, je ne sais pas ce que c'est. Elle n'avait pas de réponse à ça. Patricia Hoffman s'est approchée de nous, un portefeuille à la main. Monsieur Carter, ceci est pour vous. J'ai pris les documents, les ai parcourus rapidement. Qu'est-ce que c'est, a demandé Jennifer. Résiliation de contrat, ai-je dit. Mon poste chez Holdings se termine ce soir. L'enquête est terminée. Mon contrat est conclu. Le rire de Jennifer est sorti faux. Brisé. Tu es viré, toi aussi. Contrat expiré, ai-je corrigé. Ce n'est pas la même chose. Mais oui, en effet, je suis au chômage à partir de ce soir minuit. Alors, nous sommes tous les deux, elle a fait un geste vague. Nous avons tous les deux tout perdu. Non, ai-je dit. Tu as tout perdu. Je savais que ça allait arriver. Je me suis préparé. J'ai des économies. J'ai un endroit où vivre. J'ai des perspectives d'emploi. J'ai un plan. Tu as un plan, a-t-elle répété. Bien sûr que tu en as un. Tu as toujours un plan. Détaillé, organisé, parfait.
Jérémie et ses plans parfaits. Mieux que de ne pas avoir de plan, ai-je dit. Elle m'a regardé pendant un long moment. Tu me détestes? Non, ai-je dit honnêtement. Je ne te déteste pas. Je ne t'aime juste plus. Il y a une différence. Ça a frappé plus fort que n'importe quelle insulte n'aurait pu le faire. Catherine est apparue à nos côtés. Monsieur Carter, merci pour votre travail sur cette enquête. Votre documentation était approfondie et professionnelle. Vous avez maintenu votre objectivité malgré un investissement personnel considérable. C'est un travail exceptionnel. Merci, ai-je dit. Vous recevrez votre package de compensation lundi matin, a poursuivi Catherine. Bonus d'enquête, paiement de fin de contrat et 6 mois d'honoraires de conseil. Nous aimerions vous garder disponible pour toute question de suivi ou procédure judiciaire liée à cette affaire. Compris, ai-je dit. Catherine s'est tournée vers Jennifer. Mademoiselle Carter, je veux être clair sur quelque chose. Ce qui s'est passé ce soir n'était pas entièrement de votre faute. Monsieur Hastings a créé un environnement coercitif. Il a abusé de sa position. Il vous a manipulé, ainsi que de nombreuses autres femmes. Vous êtes une victime de son comportement. Jennifer a levé les yeux, une lueur d'espoir. Cependant, a poursuivi Catherine, vous êtes également responsable de vos choix. Vous avez choisi d'entretenir une relation inappropriée. Vous avez choisi d'accepter un traitement préférentiel. Et ce soir, vous avez choisi de dire oui. Ces choix ont des conséquences. Nous ne pouvons pas ignorer les violations de la politique simplement parce que les circonstances étaient difficiles. J'espère que vous comprenez cela. Jennifer a hoché la tête. Vide. Vaincu. Catherine s'est éloignée. Malcolm et Daniel ont suivi, portant des tablettes et des dossiers et la documentation de la destruction de la carrière de Richard. Tom Vernon est resté en arrière, positionné près de la porte, observant, s'assurant que rien ne dégénère. La salle de bal se vidait maintenant. De petits groupes partant, les conversations se poursuivant dans les couloirs, les ascenseurs, les voitures. La fête était finie. Le bar avait fermé. Les sculptures de glace avaient complètement fondu, ne laissant que des flaques d'eau et des souvenirs. Je vais à la voiture, ai-je dit à Jennifer. C'est tout, demanda-t-elle. Tu pars, tout simplement? Oui, ai-je dit. Jérémie, s'il te plaît, dit-elle. Est-ce qu'on peut rentrer à la maison et en parler? Vraiment parler. L'appartement n'est plus notre maison, ai-je dit. Pas pour nous deux. J'ai déposé la résiliation du bail ce matin. Tu as jusqu'au 15 janvier pour trouver un nouveau logement. Sa main a couvert sa bouche. Tu as déjà tout fait. Tout ce qui est légal et nécessaire, ai-je confirmé. Le compte bancaire commun a été divisé hier. Ton nom sera retiré de mon assurance lundi. Les papiers de la mutuelle seront envoyés à l'adresse de tes parents. La voiture est à ton nom, donc tu la gardes. Tout le reste peut être négocié par l'intermédiaire d'avocats. Des avocats, a-t-elle répété. On a besoin d'avocats maintenant. Oui, ai-je dit. Je me suis tourné pour partir. Jérémie, attends, dit-elle, désespérée maintenant. 6 ans. 6 ans de mariage, et tu t'en vas sans même essayer. Je me suis arrêté. Je ne me suis pas retourné. On a essayé pendant 6 ans, ai-je dit doucement. J'ai essayé d'être assez. J'ai essayé de te rendre heureuse. J'ai essayé de te donner de l'espace, du soutien, tout ce dont tu avais besoin. Et tu as essayé de garder un pied dans notre mariage tout en gardant l'autre dans le bureau de Richard. On a tous les deux essayé. Ça n'a pas marché. Une erreur, dit-elle. Tout le monde fait des erreurs. Tu as fait un choix, ai-je corrigé. Les choix et les erreurs sont des choses différentes. Les erreurs sont accidentelles. Les choix sont délibérés. Tu l'as choisi lui. Ce n'est pas une erreur. C'est une décision. J'avais peur, dit-elle. Alors tu as choisi la peur plutôt que moi, ai-je dit. C'est toujours un choix. S'il te plaît, ne pars pas, a-t-elle murmuré. J'ai marché vers la sortie. Jérémie, a-t-elle appelé plus fort. J'ai poussé les portes. Jérémie. Sa voix a résonné dans la salle de bal, désespérée,
brisé. Les portes se sont refermées derrière moi. Le couloir était calme, vide. Le son étouffé des pleurs pénétrait la porte. Jennifer probablement, ou Vanessa, ou l'une des autres personnes dont la soirée venait d'être détruite. J'ai marché vers l'ascenseur, appuyé sur le bouton, attendu. Tom Vernon est apparu à côté de moi. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Ça va ?» ai-je dit. « Non » dit-il. « Mais ça ira. » L'ascenseur est arrivé. Nous sommes entrés. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» ai-je demandé. « Pour Richard ? Le conseil décide des poursuites judiciaires, a dit Tom. Probablement des procès civils de la part de certaines plaignantes. Certainement des déclarations publiques. Son nom est déjà en tendance sur Twitter. Quelqu'un a posté la vidéo complète. Votre femme est dans la plupart de ces vidéos. Ex-femme, ai-je dit. Bientôt. C'est vrai, a dit Tom. Désolé. L'ascenseur s'est ouvert sur le parking. Béton froid, néon, tache d'huile. Ma voiture était au niveau 3. Une Toyota Camry, 8 ans, qui avait besoin de nouveaux pneus. Catherine ne plaisantait pas à propos de la compensation, a dit Tom. Le bonus d'enquête seul est de 40 000, plus l'indemnité et les honoraires de conseil. Tu as fait du bon travail. Merci, ai-je dit. Tu as besoin de quelque chose, a demandé Tom. Référence, coordonnées, n'importe quoi. Ça ira, ai-je dit. Patricia Hoffman a mentionné qu'elle a un poste à pourvoir en conformité d'entreprise, a dit Tom. Temps plein, mieux payé que le contrat. Tu devrais l'appeler lundi. Peut-être, ai-je dit. J'ai déverrouillé ma voiture, ouvert la portière, me suis arrêté. Tom, ai-je dit. Tu étais au courant pour Jennifer et Richard ? Il est resté silencieux un moment. Je savais que Richard avait des schémas. Je savais qu'il ciblait les subalternes. Je savais que ta femme était sur son radar. Il a fait une pause. Je ne savais pas jusqu'où c'était allé. Et je ne pouvais pas te le dire sans compromettre l'enquête. Aurais-tu voulu savoir, ai-je demandé. À ma place ? Ouais, a dit Tom. Mais je comprends pourquoi tu ne pouvais pas me le dire. Nous sommes restés là, deux hommes dans un parking, discutant de la fin d'un mariage et d'une carrière comme si c'était un dossier. Repose-toi, a finalement dit Tom. Demain sera meilleur. Non, ai-je dit. Il n'a pas argumenté. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur. La radio s'est allumée automatiquement. Musique de Noël. Je l'ai éteinte. Mon téléphone a vibré. Un SMS. Jennifer. S'il te plaît, reviens. On doit parler. Je l'ai supprimé. Un autre message est apparu immédiatement. Jennifer. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. J'ai bloqué son numéro. Un troisième message est arrivé. Numéro différent. J'ai vérifié. Vanessa Pierce. C'est Vanessa. Kyle m'a donné ton numéro. Ce qui s'est passé ce soir n'était pas de ta faute. Jennifer a fait son choix. J'espère que tu le sais. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis j'ai répondu « Merci ». J'ai mis le téléphone dans le porte-gobelet, j'ai mis la voiture en marche arrière, j'ai quitté le parking. En passant devant l'entrée de l'hôtel, j'ai pu voir à travers les portes vitrées. Jennifer était assise sur un canapé cher dans le hall, son manteau bien serré, le visage dans ses mains. La sécurité était à proximité, s'assurant probablement qu'elle parte réellement à un moment donné. J'ai continué ma route. Les rues de Chicago étaient calmes. 23h30 un samedi avant Noël. Tout le monde à la maison, fête de famille, vie normale. Des gens qui n'avaient pas juste vu leur mariage se terminer dans une salle de bal d'hôtel. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel pour long séjour sur West Randolph. 3e étage, chambre 342. Prépayé pour 3 mois. Meubles de catalogue. Murs peints en beige générique. Une douche qui fonctionnait bien, mais pas parfaitement. Mon chez-moi pour l'instant. Je me suis garé, j'ai pris mon sac de voyage du coffre, fait il y a 3 semaines, en attente.
J'ai pris l'ascenseur, déverrouillé la porte. La chambre était exactement comme je l'avais laissée quand je m'étais enregistré la veille. Lit fait, cafetière propre, télévision éteinte. J'ai suspendu mon smoking, posé les papiers du divorce sur le bureau, mis mon téléphone à charger. Puis je me suis assis sur le lit et j'ai attendu de ressentir quelque chose. Lundi matin, 9h15. Mon téléphone a sonné. Patricia Hoffman. J'ai répondu. Jérémy, comment allez-vous, demanda-t-elle. Professionnelle mais chaleureuse. Ça va, ai-je dit. C'est un mensonge, mais j'apprécie l'effort, dit-elle. Écoutez, je veux parler du poste chez Holdings, conformité d'entreprise, poste salarié à temps plein. Ça vous intéresse? Peut-être, ai-je dit. Ce n'est pas un non, a dit Patricia. Bien. Pouvez-vous venir jeudi pour un entretien formel à 10h? Bien sûr, ai-je dit. Excellent, a dit Patricia. Aussi, vous devriez savoir que Richard a engagé un avocat. Gros cabinet. Cher. Il menace de poursuite pour diffamation, licenciement abusif, tout le tralala. C'est absurde. Nous avons tout documenté, mais vous pourriez être contacté pour une déposition. Compris, ai-je dit. Et Jérémy, la voix de Patricia s'est adoucie. Je suis désolé pour votre mariage. Ce qui s'est passé samedi soir c'était brutal. Personne ne devrait avoir à voir ça. Ça va, ai-je dit. Non, ça ne va pas, a dit Patricia. Mais vous avez géré ça avec un professionnalisme remarquable. Ça compte. Nous avons raccroché. Je suis resté assis dans la chambre d'hôtel à boire du mauvais café de la cafetière de la chambre. La télévision était allumée mais le son était coupé. Les informations du matin. Des experts discutant de quelque chose dont je me fichais. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un SMS de Tom Vernon. Je voulais que tu saches. Paramount a publié une déclaration ce matin. Richard licencié pour violation de la politique. Jennifer licenciée pour la même raison. L'entreprise prend les plaintes de harcèlement au sérieux. Mise en place de nouvelles formations, etc. La communication de crise habituelle. J'ai répondu, merci de me le faire savoir. Une autre vibration. Un email cette fois. D'une adresse que je ne reconnaissais pas, mais le domaine était familier. Paramount. Je l'ai ouvert. Jérémy, c'est Linda des services de voyage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je voulais juste dire que j'ai déposé l'une des plaintes contre Richard il y a 2 ans. Il m'a coincé dans son bureau, m'a demandé si je voulais faire avancer ma carrière en allant dîner avec lui. J'ai dit non. J'ai été transféré dans un autre service une semaine plus tard. Merci d'avoir fait ce que vous avez fait. Je sais que ça vous a coûté, mais c'était important. Vous avez sauvé beaucoup de femmes de ce que j'ai vécu. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai répondu, merci de me l'avoir dit. Je suis heureux que quelque chose de bien en soit ressorti. Le reste du lundi s'est écoulé lentement. Je suis allé à la salle de sport, j'ai couru 8 km sur un tapis roulant qui ne menait nulle part, j'ai pris une douche, j'ai déjeuné dans un dîner qui servait le petit déjeuner toute la journée, je suis retourné à l'hôtel. Mon téléphone a de nouveau sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Allô, ai-je dit. Monsieur Carter, ici David Brennan, avocat représentant Richard Hastings. Voix suave, exercée. J'aimerais discuter des événements du 23 décembre. Je n'ai rien à discuter, ai-je dit. Monsieur Hastings maintient qu'il a été piégé, a poursuivi David. Que vous avez délibérément créé un scénario conçu pour le piéger devant des témoins. C'est incorrect, ai-je dit. J'ai mené une enquête de conformité d'entreprise. Le comportement de Monsieur Hastings était autodéterminé. Pourtant, il se trouve que vous aviez le conseil d'administration présent au moment exact, a dit David. Un timing pratique. Le conseil était prêt à agir sur la base des preuves existantes, ai-je dit. Le comportement de Monsieur Hastings à la fête a simplement accéléré le calendrier. Nous verrons ce qu'un jury en pensera, a dit David. Vous n'aurez pas de jury, ai-je dit. Tout a été documenté. Tout était légal. Tout était conforme à la politique. Vous bluffez parce que votre client est embarrassé.
Silence à l'autre bout du fil. Puis, nous vous recontacterons. Il a raccroché. J'ai posé le téléphone, regardé le plafond, compté les dalles. 12 en largeur, 8 en longueur. 96 dalles au total. Information inutile, mais ça remplissait le temps. Mardi, j'ai reçu un SMS de Jennifer. Numéro différent. Elle a dû acheter un téléphone prépayé. Je suis chez mes parents à Seattle. Ils veulent savoir ce qui s'est passé. Je ne sais pas quoi leur dire. Qu'est-ce que je dis? J'ai fixé le message, pensé à répondre, décidé de ne pas le faire, bloqué le numéro. Mercredi, j'ai reçu le package d'indemnité de Holdings. 43 000 $ par virement direct, plus 6 mois d'honoraires de conseil. Plus d'argent que ce à quoi je m'attendais, assez pour vivre pendant que je réfléchissais à la suite. J'ai aussi reçu les papiers du divorce. Jennifer avait été signifiée mardi matin. Elle avait 30 jours pour répondre. L'avocat prédisait qu'elle ferait traîner les choses, se battrait pour une pension alimentaire, compliquerait les choses. La plupart des gens le font, a dit l'avocat. Jeudi, l'entretien avec Patricia s'est bien passé. Formel mais confortable. Elle m'a posé des questions sur l'enquête, ma méthodologie, ma capacité à rester objectif sous un stress personnel. Vous avez fait quelque chose de remarquable, a dit Patricia. Vous avez enquêté sur le patron de votre femme tout en voyant votre mariage s'effondrer. Vous avez tout documenté. Vous êtes resté professionnel. C'est le genre d'intégrité dont ce service a besoin. Merci, ai-je dit. Vous commencez lundi, a dit Patricia. Si vous voulez le poste. Je le veux, ai-je dit. Vendredi 30 décembre. J'ai reçu l'appel que j'attendais. Catherine est. Pas Patricia, la présidente du conseil elle-même. Monsieur Carter, je voulais vous remercier personnellement, a dit Catherine. Votre travail sur l'enquête Hastings a dépassé les attentes. Vous nous avez fourni une documentation approfondie, juridiquement solide et éthiquement irréprochable. L'avocat de Richard fait du bruit, mais c'est du vent. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Merci, ai-je dit. Je voulais aussi demander, a poursuivi Catherine, comment vous allez personnellement. Ce qui s'est passé à cette fête a été traumatisant pour tout le monde, mais surtout pour vous. Je gère, ai-je dit. Ce n'est pas une réponse, a dit Catherine. C'est la seule que j'ai, ai-je dit. Catherine est restée silencieuse un moment. Prenez soin de vous, Jérémy. Vous avez fait ce qu'il fallait. Ça ne fait pas toujours du bien, mais c'est toujours la bonne chose à faire. Nous avons raccroché. Je suis resté assis dans la chambre d'hôtel. 5e nuit d'affilée. La chambre commençait à me sembler normale. La cafetière, la douche, la vue sur le parking. C'était ma vie maintenant. Temporaire, transitoire, entre deux. Mon téléphone a vibré. Un email de l'avocat de Jennifer. Monsieur Carter, ma cliente souhaite discuter des termes de la dissolution à l'amiable. Elle est prête à renoncer à la pension alimentaire en échange d'un traitement accéléré. Veuillez aviser. Je l'ai transféré à mon avocat, j'ai écrit, acceptez tous les termes. Je veux que ce soit terminé. Samedi, réveillon du Nouvel An. Je suis resté à l'hôtel, je ne suis pas sorti, je n'ai pas fait la fête, j'ai regardé la boule tomber à la télévision sans le son. J'ai pensé à appeler quelqu'un. Tom, Patricia, n'importe qui. J'ai décidé de ne pas le faire. À minuit, des feux d'artifice ont éclaté quelque part dehors. Je les ai regardés par la fenêtre, des couleurs s'épanouissant dans le noir, puis s'estompant, puis disparaissant. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Bonne année. J'espère que cette année sera meilleure pour vous. Vous méritez mieux. Linda. J'ai souri. Petit, réel. Merci. À vous aussi, ai-je répondu. C'était tout. C'était assez. Dimanche 1er janvier, j'ai commencé à faire mes cartons. 3 mois à l'hôtel pour long séjour était mon plan, mais je n'en avais besoin que de 2. J'avais trouvé un appartement, un 2 pièces, quartier décent, abordable. Date d'emménagement, le 15 janvier. Le même jour où Jennifer devait quitter notre ancien appartement.
Symétrie peut-être, ou juste une coïncidence. Lundi 3 janvier, j'ai commencé mon nouveau travail. Conformité d'entreprise chez Holdings. Temps plein, salaire, avantages, un bureau avec une fenêtre, un ordinateur avec mon nom sur l'écran de connexion. Patricia m'a présenté. Voici Jérémy Carter. Il s'est occupé de l'enquête Paramount. Il rejoint notre équipe. Les gens m'ont serré la main. Certains savaient ce qui s'était passé. D'autres non. Personne n'a demandé directement. Mardi, j'ai reçu un email de Kyle Pierce. Salut mec, je sais qu'on n'était pas proches, mais je voulais te contacter. Ce qui s'est passé à la fête, il fallait du courage. Rester là pendant que ta femme disait oui à un autre type, puis voir tout s'effondrer. Respect. Je n'ai pas répondu, je l'ai supprimé. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être reconnues. Mercredi, l'avocat de Jennifer a envoyé les derniers papiers. Terme du divorce accepté, pension alimentaire abandonnée, actifs divisés, pas de contestation, une rupture nette. Mon avocat a appelé. C'est inhabituel, a-t-il dit. La plupart des divorces traînent pendant des mois. Elle vous donne tout ce que vous avez demandé. Bien, ai-je dit. Une idée de pourquoi? A-t-il demandé. La culpabilité, probablement, ai-je dit. Ou elle veut juste en finir. Quoi qu'il en soit, vous avez eu de la chance, a dit l'avocat. J'ai raccroché, regardé les papiers, notre mariage réduit à 8 pages, des signatures et des dates et de la terminologie juridique. Chance n'était pas le mot que j'utiliserais. Jeudi 13 janvier, j'ai emménagé dans le nouvel appartement. Tom Vernon a aidé. Patricia aussi, étonnamment. Nous avons porté des boîtes, assemblé des meubles, commandé une pizza. C'est sympa, a dit Patricia en regardant autour d'elle. Bonne lumière naturelle. Mieux qu'un hôtel, ai-je convenu. Mieux que beaucoup de choses, a dit Tom. Nous avons mangé la pizza par terre, parlé de travail, de la météo, de tout sauf de l'évidence. C'était presque normal. Vendredi 14 janvier, j'ai reçu un appel de Vanessa Pierce. Jérémy. Salut. J'espère que ce n'est pas bizarre, a-t-elle dit. Kyle et moi nous sommes séparés il y a 2 semaines. Après la fête, je n'arrêtais pas de penser à nous, à notre mariage, à savoir si nous étions honnêtes l'un avec l'autre. Et nous ne l'étions pas. Nous ne l'avons pas été depuis des années. Je suis désolé, ai-je dit. Ne le sois pas, a dit Vanessa. Voir ce qui vous est arrivé à toi et à Jennifer, c'était un électrochoc. Parfois, il faut voir le mariage de quelqu'un d'autre se terminer pour réaliser que le sien devrait aussi. C'est lourd, ai-je dit. Ouais, a convenu Vanessa. Bref, je voulais juste te dire merci d'avoir été honnête, de ne pas avoir fait semblant que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. Ça a compté. De rien, ai-je dit. Nous avons raccroché. Samedi 15 janvier, je suis passé en voiture devant l'ancien appartement. Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'avais besoin de voir. Un camion de déménagement était garé devant. Jennifer portait des boîtes, sa mère l'aidait. Toutes les deux avaient l'air fatiguées, tristes, vaincues. Jennifer a levé les yeux, a vu ma voiture. Nos regards se sont croisés à travers le pare-brise. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas fait de signe, j'ai juste continué ma route. Dans mon rétroviseur, je l'ai regardé me regarder partir. C'était ça. C'était la fin. 6 semaines plus tard, la Saint-Valentin. Je travaillais tard chez Holdings. La plupart des gens étaient partis. Soirée en amoureux, dîner, célébration de l'amour. J'avais de la paperasse. Patricia a frappé à la porte de mon bureau. Tu es encore là. Examen de dossier, ai-je dit, en montrant les dossiers qui couvraient mon bureau. Nouvelle plainte de harcèlement. Je veux m'assurer de ne rien manquer. Tu ne manqueras rien, a dit Patricia. Jamais. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte. Tu vas bien? Ouais, ai-je dit. C'est toujours un mensonge, dit-elle. Mais tu deviens meilleur pour le dire. J'ai souri. Petit progrès. Jérémy, a dit Patricia prudemment. Je peux te poser une question sur l'enquête? Bien sûr,
ai-je dit. Quand as-tu su, demanda-t-elle. Pour Jennifer et Richard. Quand as-tu su avec certitude? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Novembre, ai-je dit. Je lui ai demandé directement si elle avait une liaison. Elle a dit non. Mais la façon dont elle l'a dit défensive, en colère, accusatrice. C'est là que j'ai su. Les gens qui n'ont rien à cacher ne deviennent pas aussi défensifs. Mais tu ne l'as pas confrontée, a dit Patricia. Non, ai-je convenu. Parce que la confronter n'aurait rien changé. Elle avait fait son choix. Je ne l'avais juste pas encore accepté. Ça a dû être horrible, a dit Patricia. Savoir sans savoir. Suspecter sans confirmer. Ça l'était, ai-je dit. Mais c'était aussi clarifiant. Une fois que j'ai su, j'ai pu me préparer, déposer les papiers, prendre des dispositions, me protéger. Si je l'avais confrontée plus tôt, elle aurait nié. Nous serions allés en thérapie. Nous aurions essayé de réparer quelque chose qui ne pouvait pas être réparé. De cette façon, ça s'est terminé proprement. Proprement, a répété Patricia. C'est comme ça que tu appelles ce qui s'est passé à la fête de Noël? Efficacement, ai-je corrigé. Douloureux, oui. Public, certainement. Mais efficace. Tout s'est terminé en une nuit. Pas de longs mois de combat. Juste terminé. Patricia a hoché la tête lentement. Tu le regrettes? Regretter quoi, ai-je demandé. L'enquête? Non, c'était mon travail. Regretter le mariage? Parfois. Regretter comment ça s'est terminé? Non. Ça s'est terminé exactement comme il le fallait. C'est très rationnel, a dit Patricia. Le rationnel, c'est tout ce qu'il me reste, ai-je dit. Elle s'est détachée du cadre de la porte. Rentre chez toi, Jérémy. La paperasse peut attendre. Même les enquêteurs de conformité ont besoin de dormir. Dans un instant, ai-je dit. Elle est partie. Je suis resté là, entouré de dossiers, de rapports et de documentation. C'était ma vie maintenant. Des cas, des enquêtes, trouver des schémas, protéger les gens. Mon téléphone a vibré. Un email de Linda des services de voyage. Jérémy, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire savoir que 3 autres femmes se sont manifestées à propos de Richard. Votre enquête a ouvert la porte. Elles se sentent en sécurité pour signaler maintenant. Merci. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu. C'est ce qui compte. Merci de me l'avoir dit. J'ai fermé mon ordinateur portable, éteint la lampe de bureau, verrouillé mon bureau. Dehors, Chicago était froid. Le froid de février. Le genre qui vous fait vous demander pourquoi quelqu'un vit ici. Mais le ciel était clair, les étoiles visibles malgré les lumières de la ville. Je suis rentré chez moi. Mon appartement, mon espace. Vide, mais le mien. À l'intérieur, j'ai préparé le dîner. Des pâtes, une sauce simple. J'ai versé un verre de vin. Je me suis assis à ma petite table. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un SMS de Tom Vernon. J'ai eu des nouvelles de Catherine. L'avocat de Richard a abandonné les poursuites. Pas assez de preuves pour la diffamation. Tu es tranquille. J'ai répondu, bon à savoir. Merci. Une autre vibration. Numéro différent. J'ai failli ne pas le vérifier. Jennifer. J'ai signé les derniers papiers aujourd'hui. Je voulais juste que tu le saches. Et je voulais dire que je suis désolé pour tout. Tu méritais mieux. J'espère que tu le trouveras. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai tapé, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches aussi. Adieu, Jennifer. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai de nouveau bloqué le numéro. Finalement, c'était ça. La vraie fin. Pas de confrontation dramatique, pas de grande révélation, juste un SMS et un numéro bloqué. 6 ans de mariage terminés en 32 mots. J'ai fini de dîner, fait la vaisselle, me suis préparé à aller au lit. Dans le miroir de la salle de bain, je me suis regardé. Plus vieux qu'il y a 6 semaines, fatigué, mais ça allait. Vraiment, ça allait. L'enquête était close.
Richard était parti. Jennifer était partie. Le mariage était parti. Et j'étais toujours là. C'était ça, la vengeance. Peut-être. Pas l'humiliation publique. Pas les licenciements. Pas le divorce. Juste survivre. Toujours debout, toujours fonctionnel, toujours avançant pendant que tout le reste brûlait. Richard a perdu son travail, sa réputation, sa carrière. Jennifer a perdu son travail, son mariage, son plan de vie. J'ai perdu mon mariage, mais j'ai gardé tout le reste. Mon intégrité, mon travail, mon avenir. C'était suffisant. Je me suis mis au lit, j'ai éteint la lumière, j'ai fermé les yeux. Demain, j'irai au travail, j'examinerai des cas, je documenterai des schémas, je protégerai des gens. La semaine prochaine, je commencerai à chercher un meilleur appartement, peut-être prendrai-je des vacances. Peut-être pas. Finalement, peut-être que je recommencerai à sortir, à rencontrer quelqu'un de nouveau, à essayer à nouveau. Mais pas encore. Pour l'instant, c'était suffisant. Cet espace entre l'avant et l'après, ce calme, cette paix. Le 5 mars, Catherine m'a appelé dans son bureau. « Jérémy, asseyez-vous, dit-elle. » Ce n'était pas une demande. Je me suis assis. « Richard Hastings a déposé le bilan hier, a dit Catherine. Frais juridiques, règlement, atteinte à la réputation. Il est fini. Complètement fini. D'accord, ai-je dit. Je voulais que vous le sachiez, a poursuivi Catherine. Votre travail a eu de réelles conséquences. Pas seulement pour lui, pour les femmes qu'il a blessées, pour l'entreprise, pour la culture d'entreprise. Ce que vous avez fait a compté. Merci, ai-je dit. Je voulais aussi vous dire, a dit Catherine en sortant un dossier, que nous avons reçu 4 autres plaintes concernant des cadres d'autres filiales. Des schémas similaires à ceux de Richard. Différentes entreprises, même comportement. Je veux que vous dirigiez ces enquêtes. J'ai pris le dossier, parcouru les pages de résumé. Nom, date, allégation. Plus de harcèlement, plus d'abus, plus de schémas. Cela prendra des mois, ai-je dit. Oui, a convenu Catherine. Peut-être des années. Ces choses sont compliquées. Les gens sont compliqués. Mais vous êtes doué pour ça. Vous voyez des choses que les autres manquent. Vous ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Vous documentez. Vous préparez. Vous attendez. J'attends, ai-je répété. Vous avez attendu 6 mois avec Richard, a dit Catherine. Vous avez attendu pendant que votre mariage s'effondrait. Vous avez attendu jusqu'au moment exact. C'est une compétence. Utilisez-la. J'ai fermé le dossier. Je commencerai demain. Commencez lundi, a corrigé Catherine. Prenez le week-end. Reposez-vous. Ce travail vous consumera si vous le laissez faire. Je me suis levé, me suis tourné pour partir. Jérémy, a dit Catherine. Je me suis arrêté. Comment allez-vous, demanda-t-elle. Vraiment? J'y ai réfléchi. Une réponse honnête. Ça va, ai-je dit. Pas génial, pas heureux, mais ça va. C'est suffisant pour l'instant. Ça l'est, a convenu Catherine. Mais ne vous contentez pas de ça va pour toujours. Vous méritez plus que ça. Peut-être, ai-je dit. J'ai quitté son bureau. Ce soir-là, je me suis assis dans mon appartement, le dossier sur ma table basse. 4 nouveaux cas, 4 autres enquêtes, 4 autres chances de protéger les gens. C'était ma vie maintenant. Des cas, de la documentation et des schémas. Trouver la vérité, l'exposer, voir les conséquences se produire. Certains pourraient appeler ça la justice. D'autres pourraient appeler ça la vengeance. J'appelais ça le travail. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Patricia. On boit un verre demain. L'équipe sort pour célébrer la clôture du dossier Hastings. Tu devrais venir. J'ai hésité, puis j'ai tapé. Peut-être. Je vais y réfléchir. Ce n'est pas un non. Progrès. J'ai souri. J'ai posé le téléphone. Dehors, Chicago se réchauffait. Mars signifiait le printemps,
éventuellement. Le dégel, la nouvelle croissance. Toutes ces métaphores que les gens aimaient. Peut-être que j'irai demain. Peut-être que je commencerai à accepter des invitations. Peut-être que je commencerai à construire une vie qui n'était pas seulement du travail et des appartements vides. Peut-être. Pour l'instant, j'ai ouvert le dossier, j'ai commencé à lire. Nouveau nom, nouveau schéma, nouveau problème à résoudre. C'était suffisant. Ce but, cette concentration, ce savoir que quelque part, des femmes étaient plus en sécurité parce que je documentais les choses. Parce que j'attendais, parce que je me préparais. Richard Hastings a posé une question à une fête de Noël. Jennifer y a répondu. Et tout a changé. Une question, une réponse, un moment qui a mis fin à des carrières, des mariages, des vies. Mais aussi un moment qui a protégé des gens, qui a stoppé un schéma, qui a rendu le monde légèrement moins dangereux pour les femmes qui voulaient juste travailler sans être harcelées par leur patron. Ça comptait. Ça en valait la peine, même si ça m'avait coûté tout le reste. J'ai ouvert mon ordinateur portable, commencé un nouveau dossier, tapé les premières notes. Enquête ouverte. 5 mars. Sujet, cadre chez Meridian Tech Solutions. Allégations, harcèlement, représailles, environnement de travail hostile. Preuve, en attente. Chronologie, à déterminer. Méthode, documentée. Attendre. Préparer. Exécuter. C'était ça, la vengeance. Pas le genre violent, pas le genre dramatique. Le genre silencieux, celui qui ressemblait à de la paperasse et de la patience et qui consistait à regarder les puissants réaliser qu'ils n'étaient pas aussi puissants qu'ils le pensaient. Le genre qui se terminait par des signatures, pas par la violence. Par des licenciements, pas par des confrontations. Par la justice, pas par la satisfaction. J'étais doué pour ça. Peut-être la seule chose pour laquelle j'étais encore doué. Trouver des schémas, voir ce que les autres manquaient, attendre le moment exact. Richard pensait qu'il était intouchable. Il avait tort. Jennifer pensait qu'elle pouvait tout avoir. Elle avait tort. Et je pensais que mon mariage valait la peine d'être sauvé. J'avais tort aussi. Mais j'avais raison sur une chose. Les conséquences comptent. Les choix comptent. La vérité compte. Et quelqu'un doit la documenter. Quelqu'un doit attendre. Quelqu'un doit être assez patient pour laisser tout s'effondrer au moment exact. Ce quelqu'un, c'était moi. J'ai tapé une dernière ligne dans le dossier. Début de l'enquête, lundi. Durée estimée, 6 mois. 6 mois. Comme pour Richard. Même schéma. Même processus. Documenter. Attendre. Préparer. Exécuter. J'ai fermé l'ordinateur portable, fini mon vin, regardé par la fenêtre les lumières de Chicago. C'était ma vie maintenant. C'était suffisant. C'était la justice. Un cas à la fois, un schéma documenté à la fois, un moment à la fois. Richard était parti. Jennifer était partie. Le mariage était parti. Mais j'étais toujours là, toujours en train de travailler, toujours en train de me battre. Et c'était mieux que n'importe quelle vengeance ne pourrait jamais l'être.